Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Le 18 mars 1996 débute l'occupation de l'église Saint-Ambroise à Paris. 300 personnes, dont un tiers d'enfants, occupent cette église qui est située dans le 11e arrondissement. Une partie des adultes entame une grève de la faim et toute cette action est en réaction à la chasse aux migrants et à tout ce qui est fait pour multiplier les expulsions au nom des lois Pasqua. Une mère malienne déclare à l'époque « Quand on va à la préfecture, on nous traite comme des chiens. Depuis les lois Pasqua, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école sous prétexte que nous ne sommes pas en situation régulière. » Au départ, leur porte-parole est Sambaké Mahamadou et lui s'est engagé après que plusieurs personnes de son entourage ont été expulsées. Ces personnes en lutte sont originaires du Mali, de Guinée, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, du Togo et ils sont arrivés progressivement après avoir entendu l'annonce de cette occupation. Donc tous sont en situation irrégulière, soit parce que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé, soit parce que le statut de réfugié politique leur a été refusé. Il y a aussi des personnes qui risquent d'être expulsées alors qu'elles ont des enfants français nés en France avant les lois Pasqua. Et puis, il y a les personnes qui sont là depuis seulement quelques années, ceux qui se sont mariés ici, ceux qui sont nés après les lois Pasqua et qui sont étrangers, d'autres qui ont été déboutés du droit d'asile, et certains parmi eux sont en France depuis 10 ans, parfois même 15 ans. Du côté de l'Église, le représentant chargé des migrants déclare que si l'archevêché reconnaît l'état de désespoir qui a conduit ces gens à occuper l'Église, il ne serait toutefois pas supportable que cette situation s'éternise. Alors, les arguments qu'il donne, c'est que les raisons de sécurité et d'hygiène dans un lieu de culte qui est d'abord fait pour accueillir les fidèles ne sont pas du tout optimales. Le prêtre de la paroisse, l'abbé Jean-Pierre Caveau, n'a pas du tout apprécié cette idée. Il déclare à la presse « Nous sommes complètement dépassés, nous avons retiré le Saint-Sacrement, nous ne pouvons plus célébrer les offices. » Et ça, c'est absolument fascinant, parce que ça va complètement à l'encontre des principes chrétiens. Pour le leur rappeler, des gens ont accroché sur les murs de l'église le message délivré par le pape lors de la Journée mondiale des migrants en 1995. Le pape rappelait que le devoir des chrétiens est de se mobiliser pour les irréguliers et que les accueillir, c'est un devoir d'hospitalité. Cette occupation de l'église Saint-Ambroise, elle est soutenue par Droit Devant, Gistim, RAP, LDH, Plein Droit, Intercapa, SOS Racisme. Certains parmi eux n'ont jamais pris le même engagement pour les doubles peines et ça va créer une forme de jalousie chez certains, mais pas tous. Mais jalousie qui pourra empêcher des alliances entre étrangers et double peine. En tout cas, il reste que c'est une grande prise de risque, cette occupation de l'église et la grève de la faim aussi, parce que ce sont des gens qui sont habitués à la clandestinité et qui là se rendent visibles. Le 23 mars à 6h du matin, les policiers évacuent. Les sans-papiers sont surpris, ils pensaient que comme une église était un lieu sacré, ça les protégerait et ça n'a pas du tout été le cas. Certains crient pendant l'évacuation « Nos pères, nos grands-pères se sont battus pour vous la France et regardez comme vous nous traitez, nous sommes des hommes comme vous, comme tout le monde ». Ils sont d'autant plus surpris que quelques jours avant, le cardinal Lustiger était passé discuter avec eux et il leur avait promis de parler de leur détresse au Premier ministre Alain Juppé. Mais en même temps, les prêtres avaient fait enlever le tabernacle de l'église et ça désacralise le lieu. En plus, la police affirme que le curé a reçu la réquisition la veille de l'intervention policière et là l'église se défend, elle dit que elle avait bien demandé une réquisition, mais en raison des problèmes d'hygiène et de sécurité, elle n'avait pas demandé une évacuation de l'église. Il se débine. Monseigneur Gaillot et l'abbé Pierre viennent sur les lieux en personne, parler aux gens expulsés qui sont choqués, et ensuite l'abbé Pierre appelle le Premier ministre. Au moment où il le fait, donc il y a 43 personnes qui sont au commissariat. L'abbé Pierre obtient que le gymnase de l'école de police de Vincennes soit mis à leur disposition, sauf que c'est un gymnase qui est à 2 pas du centre de rétention, donc le collectif refuse et forme un cortège pour aller demander au maire d'arrondissement de trouver un lieu. La rencontre dure 2 heures, le maire refuse, donc ils partent et occupent le gymnase Japy. Pendant tout ça, la police est autour qui guette. Parmi toutes les personnes qui ont été arrêtées, 52 seront expulsées. Et dans l'histoire, ça reste le jour où l'Église a livré des sans-papiers à la police. Or, dans la religion chrétienne,
L'asile est une valeur sacrée, et là, seuls Monseigneur Gaillot et l'abbé Pierre ont incarné cette minorité de catholiques fidèles à ce principe. Alors que la hiérarchie, elle a justifié son action en disant qu'ils les occupaient illégalement. Alors en les entendant, quelqu'un a révélé à la presse qu'il y avait une autre église qui était occupée illégalement, c'était l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris. C'est une église qui donc, à cette époque-là, en 96, était occupée depuis 19 ans par les intégristes traditionnalistes. Et contre eux, l'archevêché n'a jamais appelé la police alors que la justice, elle l'y autorisait. Et pour donner une idée de l'état d'esprit de ces occupants, 19 ans, les intégristes avaient déclaré le jour où ils se sont installés dans l'église « Nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Alors, quelle leçon tire de tout ça Jean-Louis Debré ? Eh bien, il dit qu'il faut renforcer les lois sur l'immigration et il annonce le durcissement des lois Pasqua. Il demande la prolongation à l'infini de la rétention pour les étrangers qui dissimulent leur passeport, la confiscation du passeport, le relevé informatique des empreintes digitales de tous les illégaux, la création d'un fichier des personnes qui hébergent les étrangers et l'interdiction de débarquer pour les passagers clandestins qui demandent l'asile. Le GISTI va dénoncer ces propositions de loi parce que, selon eux, ça va pénaliser les irréguliers, bien sûr, mais aussi les réguliers et puis les libertés de tous, comme par exemple le droit à l'intimité. Ensuite, la carte de résident, en la soumettant à condition, ils font reculer les droits des étrangers. Et puis le GISTI dénonce aussi le risque de multiplier le nombre de personnes qui ne seront ni expulsables ni régularisables. Et c'est aussi encore dessaisir le judiciaire au profit de l'administratif qui, on l'a déjà vu, est arbitraire. Et enfin, il y a aussi dans cette proposition de loi des attaques contre les allocations familiales. Sauf que quand on fait ça, qui est-ce qu'on sanctionne ? Eh bien, les enfants. Et enfin, le GISTI dénonce l'incitation à la délation derrière l'obligation pour toute personne de déclarer le départ de l'étranger qu'elle hébergeait chez elle. Il y a beaucoup d'actions de soutien aux sans-papiers cette année-là, par exemple une occupation d'agences pour l'emploi, mais la manière dont les médias et les politiques vont mettre en scène toute cette histoire va augmenter la panique raciste. Le message qu'ils vont véhiculer, c'est ils vont véhiculer tout ce qui permet de donner l'impression d'être envahi par des Africains clandestins. Et à l'époque, le chaînon vraiment central pour véhiculer tout ce discours raciste, ça reste TF1, la chaîne de Bouygues. Ils font par exemple un reportage sur les ateliers clandestins. Alors dans ce reportage, ils sont extrêmement complaisants avec la police de l'air et des frontières. Par contre, tout ce qui explique la situation, c'est-à-dire tout ce qui décrit le système qui contribue à exploiter des gens honnêtes, ça n'intéresse pas TF1. TF1 n'en a rien à faire des passeurs, ni de l'exploitation des travailleurs clandestins, ni des marchands de sommeil qui mettent la vie des enfants en danger. TF1 n'en a rien à faire non plus des fonctionnaires qui sont aussi zélés que sous Vichy ou dans l'Algérie colonisée. Il n'en a rien à faire du profit que la France tire de cette main-d'œuvre exploitée. Pour TF1, c'est clair et net, ce ne sont pas des êtres humains. Donc quand TF1 fait un reportage sur les ateliers de confection clandestins, il en fait des tonnes. Il bafoue les droits des personnes parce que les personnes se font arrêter devant la caméra, leurs visages ne sont même pas floutés et immédiatement après elles se font expulser. Et la police, elle donne même ces images à TF1 puisque les images faites par la police pendant l'évacuation de Saint-Ambroise sont utilisées dans le reportage. Pendant ce temps-là, les familles qui sont expulsées du gymnase vont aller s'abriter dans un entrepôt de la SNCF. Et dans le même temps, la polémique à l'intérieur de l'Église va produire des choses intéressantes. Au mois d'avril, les chrétiens du diocèse de Versailles ouvrent une chapelle pour les parents étrangers d'enfants français. 5 hommes et 3 femmes de nationalité algérienne, marocaine et zaïroise vont entamer une grève de la faim avec le soutien d'associations yvelinoises. Ils vont aussi lancer une pétition et à l'époque, une militante de la LDH de Mantes-la-Jolie remarque qu'il y a beaucoup de nobles qui ont signé le texte. Mais il y en a d'autres qui s'étranglent de voir des mécréants dans leur chapelle chérie. Et il y en a un qui, quand on lui dit que c'est pour défendre des enfants français, crache « Je suis français depuis 5 siècles ». Pourquoi avoir limité cet accueil à des parents d'enfants français ? Pour anticiper les attaques. Il y a certains blancs qui vont traiter les clandestins en pestiférés et qui vont choisir la catégorie d'étrangers dont la situation sera la moins désapprouvée. Et là, le curé de cette paroisse, il est dans cette situation-là. En quelque sorte, il dit à ses collègues ces gens-là n'ont rien à voir avec des clandestins, eux sont entrés légalement. Bon, c'est vrai que c'est condamnable, mais il faut se dire qu'à l'origine
de cette logique, il y a la criminalisation des étrangers qui les fait passer pour des tricheurs, des fraudeurs, des délinquants. Et voilà, en bout de chaîne, ça produit ça les isole, ça les prive de soutien, alors que, quelle que soit leur situation, leur combat est noble, il est légitime et il est juste. Ceux qui étaient dans l'entrepôt SNCF continuent de changer de lieu et vont à la cartoucherie de Vincennes. Et entre-temps, 25 personnalités se sont engagées à leur côté pour appuyer leur demande de régularisation parce que c'est une demande qui respecte les conventions internationales qui ont été ratifiées par la France. Parmi ces personnalités, on trouve Lucie et Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, l'avocat Paul Bouchet qui avait défendu des indépendantistes algériens traduits devant les tribunaux militaires français et certains d'entre eux avaient été exécutés. On trouve aussi Noël Copin, Pierre Loncan qui est un membre fondateur du syndicat de la magistrature, Edgar Morin qui fut membre du comité contre la guerre d'Algérie, voilà, entre autres. Et toutes ces personnalités vont jouer un rôle de médiateur entre le collectif en lutte et Matignon, à qui ils fournissent une liste de critères qui justifient selon eux une régularisation. À ce moment-là, c'est Babacar Diop qui est le représentant des familles. Et le 2 mai, certaines de ces personnes entament une nouvelle grève de la faim qui va leur faire obtenir un réexamen partiel de leur situation. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que leur initiative, elle a eu le mérite de déclencher des luttes. Et au printemps 96, on voit 8 mouvements d'étrangers sans papier en quête de régularisation. En Bretagne, où grâce au soutien d'organisations locales, la préfecture du Finistère a renoncé à déporter des Bulgares, des Roumains et des Aérois auxquels le statut de réfugié avait été refusé. Et puis du côté de Carantec, il y a des familles hébergées par un comité de soutien des réfugiés. Dans les Yvelines, des parents en grève de la faim ont obtenu la promesse écrite que l'administration délivrerait des titres de séjour aux 130 parents étrangers d'enfants français dans le département. À Toulouse, il y a eu une grève de la faim au mois de mai par 6 étrangers. Ils ont obtenu à peu près la même chose en faveur des parents étrangers d'enfants français. Dans l'Essonne, c'est un couple de Zaïrois qui a fait une grève de la faim. Ils étaient demandeurs d'asile déboutés depuis 90 et grâce à ça, ils ont finalement obtenu des papiers. À Nantes, 75 Français et étrangers ont mené un jeûne de soutien à 75 familles d'étrangers, parents d'enfants français, maintenus sans papier. À Saint-Denis aussi, une trentaine de sans-papiers ont trouvé accueil dans un local paroissial de la ville qu'ils ont occupé jusqu'à obtenir régularisation. Et puis à Lille aussi, il y a une grève de la faim. À Lyon, 12 parents d'enfants français se sont engagés dans la même voie. Et donc toutes ces luttes, elles ont vraiment participé à défaire l'image qui était donnée des étrangers. Et pour beaucoup, on trouvait là des personnes qui venaient échapper à des régimes répressifs, des familles que les lois successives avaient plongées dans l'illégalité, d'autres qui s'étaient mis en dehors de la loi pour pouvoir vivre en famille, parce que les règles de regroupement, elles étaient devenues non seulement incroyablement strictes, mais même elles bafouaient des règles internationales, et donc c'était des règles illégales qui les mettaient dans l'illégalité. Et derrière toutes ces luttes, il y avait des organisations comme la CIMAD, le GISTI, le MRAP, le syndicat de la magistrature, la LDH, la FASTI, qui régulièrement manifestaient contre l'augmentation des mesures répressives, donc ça donnait un certain poids à leur lutte. Et donc, au mois de juin, le gouvernement abandonne les points les plus controversés du projet de réforme des lois sur l'immigration que Debré avait préparé. Mais ça, c'est donc pour les catégories des étrangers qui étaient les moins criminalisés. Les anciens de Saint-Ambroise, eux, fin juin, ils n'en peuvent plus d'attendre des papiers et donc ils occupent la mairie du 18e. Les médiateurs les convainquent de quitter les lieux s'ils arrivent à obtenir une négociation. C'est ce qui se passe. Le collectif en lutte va à Matignon entamer une négociation et en plein pendant cette négociation, le ministère annonce 45 cartes de séjour. Et donc en fait, le ministère les a manipulées puisqu'ils avaient besoin de bien plus de cartes. Et donc écœurés, ils investissent l'église Saint-Bernard le 29 juin et ils sont soutenus par des chrétiens qui entament un jeûne et par 150 intellectuels, artistes, sportifs et autres qui publient une lettre et appellent aussi à mener des assises de l'immigration. Sauf que 29 juin, l'été arrive et c'est une période qui est très dangereuse pour tout ce qui concerne les expulsions. Et le 13 juillet, plusieurs d'entre eux reçoivent des invitations à quitter le territoire. Le 27 juillet, un des grévistes de la faim est en grande faiblesse et plusieurs des militants, parmi lesquels Sékou Diarra, Madi Camara et Marianne Camara, lancent un appel aux démocrates de ce pays, leur demandant de soutenir la demande d'ouverture de négociations. Madame Camara dit à l'époque « Les Noirs ne sont pas venus en France comme ça, on est venu nous chercher, alors aujourd'hui on n'est pas d'accord pour se faire expulser ».
Jacques Derrida, le philosophe, déclara d'ailleurs que le pays se prélasse en vacances alors que ces gens sont dans une situation intolérable. La loi elle est répressive vis-à-vis des étrangers, des travailleurs étrangers, c'est-à-dire qui sont traduits devant les tribunaux, qui font des peines de prison ferme, qui sont emprisonnés comme des vulgaires voleurs, autant les patrons qui les emploient et qui sont connus par ces mêmes autorités-là ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire c'est un système qu'ils connaissent mieux que nous pour l'entretenir eux-mêmes. Il y a la sous-traitance, il y a les patrons. Et autant la police est très très vigilante pour faire des rondes aux abords des entreprises, autant la police ne va pas directement inquiéter les patrons qui emploient les travailleurs qui n'ont pas de papier. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Le 23 août, ils sont évacués de force de l'église et les deux porte-paroles, Ababacar Diop et Madjiguène Cissé, sont arrêtés. Monsieur Diop est, comme plusieurs dizaines de personnes, placé en rétention administrative. Madame Cissé, elle, fait 48 heures de garde à vue pendant lesquelles elle va toujours refuser de décliner son identité et son statut familial. Ce qui fait que les policiers vont l'appeler Madame X et elle s'en amusera plus tard, elle dira « Le procureur m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Je lui ai répondu qu'après ce que j'avais vu dans l'église, après avoir subi les pires humiliations et les railleries, j'avais oublié que j'étais un être humain, j'étais devenu un non-être. » Ababacar Diop, lui, sera placé avec les célibataires, ce qui est une situation extrêmement risquée parce qu'il est alors père de famille et les grévistes de la faim en sont à leur 50e jour de grève. Alain Juppé donne le feu vert pour les expulsions et il déclare que 300 Africains sans papier de l'église Saint-Bernard ne possèdent pas de droit au séjour en France, mais que le gouvernement allait poursuivre l'examen des situations individuelles. Et les grévistes de la faim, ils jugent ces propositions totalement inacceptables. Madjiguène Cissé dit que les déclarations d'Alain Juppé ne changent pas grand-chose par rapport à la position de Debré parce que ça permet d'occulter le côté politique des choses et le vide juridique engendré dans certains cas par les lois Pasqua. Tous sont épuisés, découragés, ils attendent la décision du Conseil d'État qui est attendue pour le soir et qui n'ira pas dans leur sens. Le lendemain, l'État annonce à la presse qu'un avion militaire à destination du Mali, du Zaïre et du Sénégal est sur le point de décoller le 24 août d'une base aérienne dont le nom n'a pas été communiqué. Les avocats obtiennent la libération de 39 personnes, dont les deux porte-paroles. Le 27 août, 8 personnes sans papier passent en correctionnel en comparution immédiate. Madjiguène Cissé est de ceux-là. Je vous lis un extrait de l'article du Monde qui rend compte de ce procès. On ne jugeait pas seulement une femme, mais toute l'affaire de Saint-Bernard, de l'évacuation jusqu'à l'interpellation, la rétention et la comparution des sans-papiers. Des procédures fort contestables sur la forme et le fond soutenaient les 4 avocats. L'arrêté d'évacuation de l'église, signé du préfet de police de Paris, aurait normalement dû être soumis à la justice. On savait qu'aucun juge n'aurait donné l'autorisation, précisait maître Henri Leclerc, président de la LDH. Ce n'est pas pour cela qu'on a pris l'arrêté, c'est pour la mettre ici, elle, et la montrer à tous les étrangers du monde. Autre point douteux soulevé par la défense, les conditions dans lesquelles ont été effectués les contrôles d'identité longtemps après l'arrestation sur des critères racistes, les procès-verbaux fantaisistes, la non-notification de leurs droits aux suspects, etc. Autant d'incidents qui auraient pu justifier une annulation de la procédure mais que le tribunal rejettera in fine. Le vrai procès commençait. Madjiguène Cissé se lançait dans une émouvante justification du mouvement. Les Africains dont vous avez eu à juger les relations conflictuelles avec l'administration sont issus d'anciennes colonies. Je suis allé à l'école 2 ans avant l'indépendance, j'ai vu le drapeau français, je l'ai hissé de mes bras frêles. Puis, les témoins Stéphane Hessel, Léon Schwarzenberg et Emmanuel Béard insistaient sur le sens des responsabilités, l'honnêteté et le rôle modérateur de la jeune femme dans le mouvement. Le procureur, ferme mais mal à l'aise, soulignait que si légitime et fondé que soit son raisonnement sur le plan humain, sur le plan juridique, la loi ne lui donne pas raison. Il requit 2 ou 3 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire pendant 3 ans. La salle ne broncha pas. Maître Leclerc démontra ensuite aisément que Madjiguène Cissé n'avait rien à faire dans ce tribunal pénal, puisqu'elle avait reçu le 30 juillet une invitation à quitter le territoire dans un délai d'1 mois. Cette durée n'étant pas écoulée, elle n'était donc pas en infraction. On a voulu faire un exemple, tonnait l'avocat, ajoutant « Il ne suffisait pas de les renvoyer chez eux, il fallait que l'État montre son triomphe. » Et, se tournant vers sa cliente, « Vous êtes notre honneur, madame, 3 mois de prison ne feront qu'ajouter à ce que vous êtes l'auréole du martyr. » La partie était gagnée. Madjiguène Cissé était certes condamné à 2 mois d'emprisonnement, mais avec sursis et sans interdiction du territoire, ce qui revenait à une libération immédiate. Le président avait beau rappeler qu'en cas de nouvelle infraction, elle était susceptible de purger sa peine, la salle applaudissait à tout rompre. Dans le couloir, on se congratulait bruyamment, malgré les mots de quelques avocats qui auraient préféré une relaxe.
Il restait 700 papiers à juger qui risquaient beaucoup plus gros, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. À l'heure, la décision tombait, 3 peines d'emprisonnement avec sursis, une de 2 mois ferme mais sans interdiction du territoire et une relaxe pour cause de dossier bâclé. On avait évité le pire sur 8 prévenus, 3 seulement restaient en prison, mais il n'y avait plus personne pour s'en féliciter. À l'heure du jugement, tous les supporters et les médias se pressaient à l'autre bout du palais, où comparaissait Ababacar Diop, l'autre vedette du mouvement. Alors, tous ces militants vont poursuivre la lutte. D'abord, ils vont se retrouver peu après dans un théâtre pour débriefer. Ils mesurent les avancées et Madjiguène Cissé dit que la remise en liberté de dizaines d'entre eux après l'intervention de la police dans l'église qu'ils occupaient depuis le 28 juin, c'est déjà une victoire dans la mesure où, dit-elle, on a quand même réussi à faire bouger les choses et à renverser une tendance. Elle dit aussi qu'une bonne partie de l'opinion française est aujourd'hui favorable à la cause que nous défendons. Nous disons que c'est une victoire. Mais il n'y a pas de raison de se réjouir outre mesure parce qu'il y a quand même eu 4 expulsions et la situation de nombreux autres reste précaire. Elle dit « Nous avons montré que nous sommes des étrangers mais aussi des travailleurs, immigrés, et que nous partageons la lutte des travailleurs français. » Et si on n'a pas l'histoire de cette mémorable lutte en tête, on ne peut pas comprendre la configuration actuelle des luttes où c'est en tant que travailleurs que ces luttes ont fait alliance avec des organisations blanches. En tout cas, ça reste un épisode majeur de l'histoire des résistances noires contre le racisme en France, et en plus à une époque où c'était plutôt les Maghrébins qui étaient davantage organisés. Ces luttes-là ont créé des alliances durables avec des organisations blanches auxquelles les familles, grâce à leur porte-parole, n'ont pas donné la main. C'est-à-dire que leur autonomie a été préservée parce qu'ils ont su faire le nécessaire pour. Ils vont continuer de politiser leurs conditions. À la fin de l'année, par exemple, ils vont s'inviter à une soirée de soutien aux zapatistes où Madjiguène Cissé déclara « Nous ne sommes pas ici pour perturber la soirée car nous admirons les zapatistes. Les États-Unis veulent construire un mur à la frontière mexicaine pour empêcher l'immigration. Nous sommes mobilisés depuis 8 mois pour obtenir le respect des droits de l'homme pour les immigrés en France. C'est la même question des rapports Nord-Sud qui est en jeu. » De toutes ces luttes naîtra la coordination nationale, mais aussi la coordination Île-de-France du sans-papier. Ils vont créer des alliances avec des groupes solidaires partout en France. Le rôle particulier de Madjiguène Cissé, c'est qu'elle contribuera à politiser aussi cette question. Ainsi, dans une interview donnée à Libération cette fin d'année 96, elle déclarait « Les immigrés ne sont pas tombés du ciel. Ils viennent le plus souvent d'anciennes colonies françaises. Ceux qui sont nés avant l'indépendance de leur pays ont appris par cœur nos ancêtres les Gaulois, et pour les autres, le français est leur première langue étrangère. Aller en France est donc leur premier réflexe, et notre situation pose le problème des rapports nord-sud et de cette relation multiséculaire qui unit dominé à dominant. D'autant que nos pays d'Afrique ne sont toujours pas indépendants et que la France tire toujours les ficelles. Je pense que c'est à cause de ces rapports traditionnels qu'on a cherché à nous humilier, nous les porte-parole des sans-papiers après l'expulsion de Saint-Bernard. Nous avons été déshabillés pour la fouille et jugés même si nous étions en situation régulière. Nos enfants ont été placés en garde à vue. Le gouvernement ne comprenait pas que des petits nègres lui tiennent tête quand des chefs d'État africains n'osent même pas leur résister. C'est ce symbole qu'ils ont voulu casser à coups de hache dans la porte de l'église, en même temps que cette solidarité qui, elle aussi, disait non en affirmant que les droits de l'homme étaient bafoués en France. Au 1er novembre, 13 hommes ont été expulsés, 100 autres ont décroché un récépissé de 3 mois, mais la majorité des sans-papiers est revenue à la caisse départ, administrativement parlant au moins. Ça a été assez nouveau quand même de voir des sans-papiers, c'est-à-dire quelqu'un à qui on renie tous les droits, qui se lève, qui dit au grand jour, je suis là, j'existe, je veux vivre, un point, un tiré. Des papiers pour tous. Des papiers pour tous. C'est-à-dire régulariser tout le monde, les chiffres sont là, les chiffres ne sont pas extraordinaires. Hein. C'est-à-dire régulariser quelques dizaines de milliers d'immigrés. Nous, on se demande ce que ça pourrait coûter à la 4e puissance mondiale, en fait. Dans le même temps, la double peine continue d'être combattue au niveau judiciaire. Ce sont des victoires qui ne font pas la une de l'actualité, mais qui n'en sont pas moins importantes. Parallèlement à ces combats judiciaires, une activité militante collective se mène pour attirer l'attention sur la question de la double peine. Ainsi, le 11 octobre, le Comité national contre la double peine et le mouvement de l'immigration et des banlieues manifestent devant le ministère de la Ville et de l'Intégration. Ils dénoncent l'application de la double peine aux étrangers délinquants. Du côté des luttes police-justice, il faut se rappeler qu'en 1993, 3 jeunes étaient morts des mains de la police à 4 jours d'intervalle.
Il y avait eu Rachid Arjouni à Roubaix, Éric Simontet à Chambéry et Makome Mboholé à Paris. Pasqua avait déclaré à ce moment-là qu'il serait impitoyable avec les policiers qui commettraient des fautes. Eh bien, c'est pas le cas de la justice, puisque Frédéric Fournier, qui, ivre, avait empoigné Rachid Arjouni, l'avait jeté au sol, posé un genou sur son dos et lui avait tiré une balle dans la tête, il prendra 6 mois de prison ferme. Éric Simontet, lui, était désarmé et non agressif, et pourtant il a été abattu d'une balle dans la tête par un policier qui a pris 1 an avec sursis. Le seul à avoir eu une peine correcte, à peu près tolérable, c'est Pascal Compin, mais c'est simplement parce que dans son cas, quand il avait tué Makome Mboholé, il ne pouvait pas invoquer la légitime défense. Au même moment se développe une action socio-culturelle dans les quartiers. Et notamment une initiative qui existe depuis quelques années, c'est la Caravane des quartiers. Plusieurs associations se sont mises ensemble pour organiser une tournée qui va de ville en ville, et c'est Madani Kerfi qui en a eu l'idée. Lui, il était associatif à Mantes-la-Jolie. Son idée au départ, c'était de fédérer les quartiers de France, de mélanger le sportif, le musical, pour créer des échanges et des rencontres entre les habitants de quartier. Il avait déjà expérimenté ça avec les nuits du foot. Il avait vu l'engouement qu'il y avait autour de la Coupe du Monde de football, où au quartier, toute l'activité s'arrêtait pendant les matchs. Et il s'est dit que le sport, la musique, le festif, c'était peut-être le moyen de réunir la population et puis de créer le sentiment d'appartenir à quelque chose de commun. Ça, c'est une partie de l'immigration, un pan de l'immigration qu'on ne peut pas inscrire dans la lutte politique. C'est plutôt quelque chose qui relève de la citoyenneté, voilà, de l'action culturelle, qui va essayer de déclencher de la participation habitante en proposant des choses qui plaisent aux gens et puis qui vont permettre de mettre en réseau des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Alors, le groupe de rock populaire de la Mano Negra va accepter de participer à ce projet et à l'époque, Madani Kerfi explique « Ce que nous voulons, c'est donner aux jeunes de banlieue le désir de vivre ensemble par le biais de la culture. Leur vraie culture n'est pas celle de leurs parents, qu'ils soient français ou étrangers, c'est celle de la banlieue. Une culture populaire vivante, mélange de rock, de rap, de cinéma, de cirque et de sport. » Donc ça s'appelle pas encore le vivre ensemble, mais c'est quand même exactement la démarche. D'ailleurs, au départ, l'association de Madani Kerfi, elle s'appelait Vivons Ensemble, et il avait fait du soutien scolaire avant d'organiser un petit festival. Et donc, il va mélanger du cirque, du théâtre de rue, des débats, des expositions, des informations, du football, des reportages vidéo sur la vie des gens et puis sur les quartiers visités. Et cette caravane des quartiers, elle va passer par les quartiers de Marseille, de Mantes-la-Jolie, de Saint-Étienne, de Toulouse, Colmar, Valenciennes, Albi, Pantin et même Belfast. L'idée, c'est aussi d'associer les jeunes à la préparation. À Colmar, par exemple, l'événement s'est préparé pendant 2 ans et il était porté par le club de prévention et par des partenaires financiers qui apportaient les 700 000 francs de budget. C'était pas toujours les mairies qui participaient. Et cette démarche, elle est complètement sur la même longueur d'onde que celle des Vite Écrits à Toulouse, dont étaient issus les Zebda, qui ont d'ailleurs chanté pour cette caravane. Vite Écrit, pour rappel, au départ, c'était un club d'écriture vidéo ou soutien scolaire pour les jeunes des quartiers nord de Toulouse. Et Majid Cherfi raconte que Zebda s'était formé au départ pour jouer le rôle d'un groupe de rock dans un film tourné dans le cadre d'une animation socio-culturelle vidéo organisée dans le quartier. Donc Majid Cherfi explique qu'ils étaient 3 beurs, ce sont ses mots, fans de rap et de reggae, Hakim, Mustapha et lui, et que dans le film, ils jouaient 3 rockers français et que en faisant ça, une étincelle est née entre eux et qu'ils ont d'abord été animateurs musicaux quand il y avait des activités socioculturelles dans le quartier, des défilés de mode, des concours de danse. Et puis, en 1989, ils se sont pris au jeu et ont commencé à donner des concerts. Ils ont vite tourné jusqu'à devenir un groupe à part entière, mais qui ne se contentait pas de faire de la musique. Majid Cherfi restait président de l'association Vite Écrit, qui continuait d'organiser de l'animation vidéo, musique, écriture, et qui organisait du soutien scolaire pour les jeunes des Isards. Majid Cherfi explique que depuis 3 ans, Vite Écrit organise aussi le festival Sabouge au Nord, qui réussit à faire venir des groupes comme Noir Désir ou les Satellites qui acceptent de se produire gratuitement avec des groupes locaux. Petit à petit, ça va prendre des proportions importantes, mais au départ, ils ont commencé avec un festival au cœur du quartier où ils proposaient exposition de peinture, bal populaire avec Yvette Horner, théâtre de rue, démonstration de boxe et beaucoup de musique. Mais c'est comme ça qu'ils vont devenir l'étape toulousaine de la caravane des quartiers.
Et puis toujours du côté de l'activité associative dans les quartiers, il y a le mouvement de l'immigration et des banlieues qui, là, est présenté par Nordine Isnasni quand le magazine Sagacité vient visiter les locaux de l'association. Nordine Isnasni est un militant de la cause des quartiers. C'est l'un des principaux animateurs du MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues. Là, on dit il n'a pas réussi. Ça a pour but de répondre aux problèmes, que ce soit juridiques, sociaux, culturels, et des problèmes liés à la toxicomanie, aux problèmes du VIH. Et un tas d'autres problèmes qui, en banlieue, apparemment, ont été oubliés par les pouvoirs publics, quoi. Mercredi après-midi, à 2h30, il y a la permanence qui ouvre, il y a les copains qui tiennent la permanence qui sont là et qui reçoivent des gens qui ont beaucoup de problèmes liés au séjour, ici en France, et divers problèmes sociaux. Ça veut dire d'apporter pas de prendre en charge totalement les problèmes comme les assistants sociales, mais d'essayer de faire en sorte que les personnes qui sont eux-mêmes... les gens qui sont ici sont avant tout des militants victimes eux-mêmes des problèmes que d'autres personnes rencontrent dans la société, et qui ont décidé, au lieu de rester séparés les uns des autres, de se regrouper et puis d'essayer d'établir des contacts avec les pouvoirs publics, avec d'autres organismes, pour faire entendre notre différence et les problèmes de la manière dont ils sont vécus par les personnes, l'aspect humain des choses. Ils ont écrit un code pénal, mais ils ont oublié d'écrire aussi un code de réinsertion sociale. L'un des terrains essentiels sur lesquels on a commencé à se battre depuis 90, c'est le problème de la double peine. La double peine, c'est pour des personnes qui sont nées ici ou qui ont grandi ici, mais qui ont un titre de séjour, et qui ont été condamnées à une peine de prison, d'avoir en peine complémentaire une interdiction. Et là, depuis le mois de juin 95, on tient sur Fréquence Paris Pluriel une émission de 16h à 18h, où une bonne partie de l'émission est consacrée entre autres à la double peine. Et donc tu reviens ici. Pour retrouver toutes les infos de cette... Et à côté de toute cette activité politique, judiciaire, culturelle et associative, se développe donc cet autre espace qui est la banlieue médiatique, où là le ton est tout à fait différent. Dans cet espace médiatique, les héros de la banlieue sont par exemple le rappeur Doc Gynéco. Invité par Canal+, toujours prompt à mettre en avant de grandes figures de l'immigration, des gens qui mettent à l'honneur les quartiers. Dans votre album, vous avez dédié une chanson à Vanessa Paradis. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album? Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson, pardonnez-moi. Dédiée à Vanessa Paradis. Parce que je l'aime. Ouais. Vous n'êtes pas le seul, hein? Je lui dis... je rêve de caresses, de volupté, avec elle. Elle a écouté cette chanson? Je peux pas en parler, j'ai pas le droit de promotionner. Et un autre héros de la banlieue dans l'espace médiatique, c'est Mathieu Kassovitz, qui reçoit en 1996 un César pour son film La haine. Et puis aussi NTM. NTM est beaucoup la voix des banlieues dans cet espace médiatique. On les voit 3 fois à la télé en 1996. Face à Jacques Toubon sur Canal+, face à Éric Raoult, ministre de la Ville et de l'Intégration, et face à Jean-Louis Arajol, qui est représentant d'un syndicat de gardiens de la paix. Il faut vraiment avoir en tête que ces plateaux télé, ce sont des constructions, des mises en scène. Et ce qui se passe dans ces jeux de représentation qui sont hyper manichéens, c'est que même le plus raisonnable des téléspectateurs va prendre parti pour NTM contre Éric Raoult, parce que c'est complètement caricatural. Et c'est peut-être des procédés comme ça qui nous amènent à défendre des choses que, en d'autres circonstances, on ne défendrait pas. Et avec le recul, on peut se demander est-ce qu'on s'est un peu fait avoir, parce que la télévision, elle a besoin de gens charismatiques, qui aussi ont ce qu'on appelle des grandes gueules, pas de gens raisonnés, nuancés, raisonnables, qui jouent à armes égales avec les politiques. Ils préfèrent le rebelle qui scande « qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» et qui par là incarne exactement ce que le pouvoir blanc veut qu'on incarne. Et nous, on est un petit peu dupes, on y voit un contre-pouvoir alors que ça n'en est pas. Parce que jamais les berruriers noirs ne seraient invités à représenter les petits blancs dans des débats politiques. Éric Raoult, vous nous avez rejoint. Quand vous écoutez la chanson, celle-ci,
Vous songez à quoi? Vous réagissez comment, par exemple? C'est des anarchistes, ça a toujours existé. Mais c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on attend aussi pour éteindre l'incendie? Vous gagnez de l'argent en vendant des disques. Oui. Donc Et c'est votre concrètement, travail. vous C'est voulez, votre travail. c'est votre travail. Oui, Mais je le respecte. Ok. Mais vous êtes très commercial. Vous vendez. Mais est-ce que vous voulez réinvestir? Qu'est-ce qu'on attend pour éteindre l'incendie? D'accord, moi je fais... Qu'est-ce qu'on attend pour faire en sorte que concrètement... Moi je fais des aides de proximité, monsieur. Alors Vous c'est savez quoi ce que vos c'est? aides de proximité? Ben, on a des amis, on a des gens dans le quartier qui sont là et on est là, nous. Voilà, Combien c'est de des- thunes pour cela? C'est-à-dire? Ben, combien sur les compacts disques qui sont vendus? Mais attendez, Combien vous en mais réinvestissez? attendez, vous m'avez pris pour qui? Pour Mère Mais non, mais Teresa je vous- Attendez, Ah ben oui, je j'habite souhaiterais en que vous banlieue, je soyez... suis déjà allé dans la merde. Voilà. Mais je souhaiterais que vous soyez un peu Mère Teresa. Mais j'essaie de l'être. Je pour crois, les gens je crois qui qu'à sont travers sur notre moi. discours, on l'aide déjà plus que vous. arrêter Déjà, l'utopie, d'une quoi. part, Je déjà. prenant l'incendie. Et secondo, la question, elle est un peu à l'envers. Non, s'il vous plaît, non, c'est moi qui demande. Là, vous nous la faites un peu à l'envers quand même. Oh. Moi, mon prochain morceau, il parlera d'un groupe qui est au centre des polémiques. Donc, lui, à partir du moment où il prend 3 mois de prison ferme, dont 6 mois de sursis, on va en parler. Donc, ce sera atténué parce que ça fait pas propre. Mais tous les jeunes qui passent des nuits au commissariat à se faire savater par des flics, et qui le lendemain ressortent. Et après, moi, c'est ce que j'appelle les séquelles de la Mais banlieue. pourquoi on peut pas en Moi, les parler? séquelles, Pourquoi parler des deux, de ce qui se passe vraiment du côté des banlieues et dans l'espace de la banlieue médiatique, c'est qu'il y a quand même un fort décalage. C'est pas du tout les mêmes thématiques. Hein, d'un côté, c'est le droit à l'émeute qui est presque discuté, tandis que dans le réel, c'est pas du tout ces questions-là qui se jouent. Cette année-là, NTM va beaucoup faire parler d'eux parce qu'ils vont être condamnés pour outrage par parole à l'égard de l'autorité publique et on va les condamner à 6 mois de prison, dont 3 fermes et 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur le territoire français. Donc ils vont faire appel, le PCF et la CGT vont organiser une manifestation pro-NTM et les policiers, eux, vont faire une marche de soutien aux policiers. Quand on leur reproche leur violence, Cool Chain répond « Les armes sont partout, à la télé, dans les films, sur la couverture d'un magazine qui montre Pasqua mitraillette en main et Juppé en ligne de mire. Moi, j'écris seulement ce que je pense. Tels sont les rêves que fait l'ami Joey. Joe, donne-moi des balles pour la police municipale. Il dit c'est un rêve, une frustration que tous les jeunes éprouvent. » Et cette condamnation, elle va énormément faire jaser les politiques, les magistrats, la gauche aussi. Et c'est un tribunal de Toulon qui les a condamnés. Or, Toulon, c'est plutôt une terre qui est acquise à l'extrême droite. Le juge qui les a condamnés, c'est un ancien inspecteur de la police nationale. C'est une condamnation qui est très rare, très sévère aussi. Et le président du groupe RPR à l'Assemblée nationale va remettre en cause leur droit à vivre en France. Alors il oublie que les 2 rappeurs sont français et que Joey Starr est français même depuis plusieurs générations. La LCR va être très mobilisée, elle va faire tirer 20 000 affiches contre la censure. Braouzek, lui, veut d'un concert de NTM à Saint-Denis. Les jeunesses communistes vont publier le texte « Nique l'ordre moral » qui sera soutenu par l'UNEF, les JCR, la JOC, mais pas SOS ni les jeunes socialistes. Et dans ce texte, on lisait notamment que la liberté d'expression est foulée aux pieds, c'est l'ordre moral qui est en marche. Alors il faudrait se coucher, rentrer dans le rang sous peine de prison. C'est une tradition de notre pays que des poètes, des chanteurs, des artistes, de François Villon à NTM en passant par Brassens, Vian, Renaud, Bruand, participent avec leurs œuvres à la contestation de l'ordre établi. Nous sommes de cette tradition car elle participe de la vitalité de la démocratie, à l'esprit critique moteur du progrès de la société. Emprisonnement lycéen à Cayenne, licenciement massif, répression dans les lycées, le pouvoir s'attaque aujourd'hui à la musique, celle-là même qui est l'expression du mal-vivre, d'une jeunesse humiliée, rejetée. Que cherche la droite en ayant un tel recours à la violence, à la provocation? Certains imaginent faire une grande manifestation pour la jeunesse. Dans un autre style, Azouz Begag est nommé chevalier du mérite par Éric Raoult. Azouz Begag, c'est l'auteur d'un roman, Le Gaune du Chabat, qui a été écrit dans une langue qui est très lue par les ados. Il est un peu comme Majid Cherfi, ce sont des gens qui aiment raconter des histoires qui se passent en banlieue. Ils ne disent rien de bien important et leur amour des Blancs fait qu'ils sont très appréciés des Blancs et notamment des instituteurs, des enseignants de collège qui les font lire à leurs élèves de ZEP. Il y a toujours un côté Cosette dans leurs livres, mais bon, ça leur rapporte des breloques, comme là Azouz Begag. Et le président Chirac avait demandé à le rencontrer quand il était venu à Vaux-en-Velin après la mort de Khaled Kelkal. Et Begag, à ce moment-là, il remarque que c'est la droite qui lui offre la reconnaissance. En plus, Juppé l'a invité à dîner, et il dit avec une pointe de jalousie que quand c'était les socialistes qui étaient au pouvoir, il n'en avait que pour Harlem Désir et Arezki Dahmani.
Et enfin, une dernière histoire médiatique de la banlieue qui s'est passée cette année-là et qui a à voir avec les outrances de la télé et de son racisme quotidien. En septembre 92, la chaîne France 2 avait diffusé une nouvelle émission, La preuve par l'image, avec un reportage qui s'appelait « Les armes show business ». Et quand elle voit ce reportage, Martine Aubry est choquée et elle fait une conférence de presse pour dénoncer le reportage et elle le fait au nom d'un jeune qui lui a rapporté des informations et qui souhaite rester anonyme. Et ce jeune dit qu'il a été contacté par des amis du réalisateur Aziz Zemouri pour jouer la comédie dans le reportage. Le maire PS de Créteil, Laurent Catalan, se joint à elle et même Jean-Pierre Elkabbach à l'époque dit avoir des suspicions. Et tous vont être attaqués en diffamation par l'auteur du reportage Aziz Zemouri. Et donc en 96, le procès a lieu et une quarantaine de personnes sont appelées à témoigner. Elles viennent répondre à des questions sur les séquences du film qui se passent dans des caves des cités de banlieue, où on voit notamment un jeune encagoulé offrir à l'achat une carabine 22 long rifle habillée en kalachnikov et aussi des armes de poing. Laurent Catala explique avoir été informé qu'une équipe de tournage préparait un sujet sur les armes dans sa ville et après la diffusion sur France 2, la rumeur s'est répandue dans les quartiers. Il dit c'était un secret de polichinelle que le reportage était un fou. De contact en recherche, il dit qu'il a retrouvé le propriétaire du 22 long rifle, des témoins de la manipulation et qu'il a des preuves que certains des pistolets étaient en fait des Uzi en plastique achetés porte de Clignancourt. Certaines personnes du quartier reconnaissent les protagonistes dans le reportage. Et au procès, plusieurs jeunes vont admettre avoir joué avec de fausses armes à la demande du réalisateur. Lui, il dit qu'il ne peut pas donner d'informations sur les réels vendeurs d'armes parce qu'il protège ses sources en tant que journaliste, mais ce qui lui était reproché, c'était d'avoir ajouté aussi des choses de très mauvais goût, comme par exemple un viseur sur l'écran. Alors il a admis, le réalisateur, que les séquences en caméra cachée où lui se faisait passer pour un acheteur, en fait c'était des séquences avec des caméras visibles. Également, le caméraman disait qu'il était en caméra cachée sur certaines scènes, mais on voyait très bien à l'écran la lumière d'un projecteur. Au final, Martine Aubry sera relaxée et le journaliste Aziz Zemouri, lui, il aura gagné une très mauvaise publicité et il est d'ailleurs en activité toujours aujourd'hui. En ce moment, il travaille pour Le Point et alors on n'est pas étonné de voir qu'il écrit beaucoup sur tout ce qui a trait à la banlieue, à l'islam et à toutes ces questions.